Bonjour à tous et bienvenue à ce webcast Comprendre l'impact de la réduction des coûts sur une entreprise. Alors, tout d'abord, pour présenter 3Li et me présenter moi-même, 3Li est une entreprise de services numériques. Je m'occupe de sa division conseil et notamment conseil transformation numérique, domaine dans lequel j'interviens depuis 2008, donc 6 ans maintenant. Après avoir occupé différentes fonctions dans des entreprises de services numériques, aussi bien dans le domaine des ERP, du conseil, du recrutement et beaucoup d'autres domaines depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors, les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui sont les suivantes. Déjà, définir notre approche de la transformation numérique, parce que transformation numérique n'est pas forcément compris de la même manière et on ne met pas les mêmes choses, donc déjà de partir d'une définition commune. Examiner en quoi le parcours client est impacté, et plus particulièrement ce qui permet de réduire le coût des ventes, qui est l'objet du webcast aujourd'hui. Quelques retours d'expérience, et en pratique, comment on peut agir. Alors déjà, la transformation numérique. La transformation numérique, on peut considérer qu'elle est très mal nommée parce qu'elle ne concerne pas que le numérique. En effet, une entreprise est soumise à un certain nombre de facteurs extérieurs et quand des évolutions se produisent, toutes ces évolutions ont un effet sur les entreprises. Depuis quelques années, et pour encore pas mal d'années, un grand nombre de ces évolutions sont numériques, technologiques, mais pas toutes. Par exemple, la possession à l'usage, la tendance de préférer maintenant la possession à l'usage, ou une urgence de plus en plus généralisée, même quand elle ne se justifie pas des facteurs générationnels, n'ont rien de numérique, ou en tout cas ne sont pas entièrement numériques. Les facteurs générationnels, le débat peut largement exister. Et une entreprise est aussi soumise à ces facteurs. Donc, si on adopte une politique qui n'intègre pas l'ensemble des facteurs, c'est une politique hémiplégique. Ce qui veut dire qu'une transformation numérique ne doit pas se préoccuper que du numérique, mais de toutes les transformations qui s'opèrent actuellement. Elles sont nombreuses, elles sont profondes. La transformation numérique n'est pas non plus technique. La technique est un moyen. Alors, si on ne l'aborde pas par la technique, comment peut-on l'aborder? L'approche que nous proposons est celle, en fait, de toutes les révolutions industrielles, depuis les premières, la sédentarisation et l'agriculture, le feu, la roue, les grandes découvertes, etc., etc. La caractéristique d'une révolution industrielle, c'est qu'un certain nombre de choses sont possibles après, qui n'étaient pas possibles avant ou trop coûteuses. Donc, nous recommandons d'aborder la transformation numérique sous l'angle des nouveaux possibles. Alors, ces nouveaux possibles sont assez nombreux, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle en couvre déjà une bonne partie. Certains sont issus de la technologie, d'autres mixtes, et enfin d'autres uniquement issus de comportements. Ces nouveaux possibles, aucune entreprise n'est concernée par la totalité d'entre eux. Par contre, chaque entreprise est impactée par un certain nombre. Donc il est important de les connaître et d'analyser l'impact des nouveaux possibles sur son entreprise et sur son environnement. Alors dans certains cas, ça impacte le business model, ce qu'on appelle ubérisation, codécisation, etc. Ça concerne à peu près la moitié des secteurs. Mais pour les secteurs où le business model n'est pas impacté ou pas encore impacté, cela impacte systématiquement les services horizontaux, notamment la chaîne marketing-vente, mais également les opérations, l'organisation des entreprises. Alors, l'impact sur le business model suppose la préexistence de certains facteurs. Pour qu'un secteur soit concerné par la transformation du business model, il faut au moins que l'un de ces 5 facteurs existe. Soit on a une réelle innovation. L'exemple pris ici, c'est iTunes. Donc Apple
la musique n'aurait pas été numérisée, on ne pouvait pas imaginer iTunes. Alors, dans chaque cas et dans chaque exemple, souvent il n'y a pas qu'un seul facteur. L'exemple est cité pour ce facteur, mais d'autres jouent également. L'insatisfaction récurrente, si la satisfaction client peut être améliorée par les nouveaux possibles, même légèrement, c'est une déferlante sur le marché. L'exemple emblématique, c'est Uber, mais il y en a beaucoup d'autres. La meilleure preuve en est que Uber n'a pas pu s'implanter dans les villes où les taxis étaient très satisfaisants, comme Tokyo, par exemple. La défragmentation est issue de plusieurs nouveaux possibles, et notamment l'abolition des distances et la transformation et la transparence de l'information. Cette défragmentation a pour effet de concentrer les marchés. L'expression qu'on entend souvent, winner takes all. Il n'y a qu'un seul gagnant, parfois deux ou trois. Ça, c'est quelque chose d'important parce que beaucoup de marchés sont très fragmentés, régionalisés, et le numérique a une forte tendance à ne laisser que quelques acteurs vainqueurs, et souvent ces acteurs ne sont pas forcément les plus gros historiques. La désintermédiation, les chaînes peuvent être raccourcies et sont raccourcies, des marchés où il y a des fabricants, des super grossistes, des distributeurs, des clients finaux, on voit une, deux, parfois trois couches de la chaîne commerciale supprimées, écheintées. Et l'arrivée du C2B2C ou C ou autre chose, c'est-à-dire l'ubérisation, mais cette fois-ci dans un sens différent du travail, la fragmentation du travail, l'économie collaborative, concerne beaucoup d'entreprises emblématiques et ne concerne pas que le B2C. Ça concerne de plus en plus aujourd'hui également le B2B. Ces facteurs ont un point commun, chaque ubérisation est due à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Le point central, c'est toujours se préoccuper de l'expérience utilisateur. Alors, le bon moment pour agir est également quelque chose de fondamental. Si vous connaissez cette courbe, qui est la courbe d'adoption des innovations, qui ont des précurseurs ou contraints, avec toujours peu ou prou les mêmes pourcentages, on sait que quand le business model est impacté, il est nécessaire de s'être positionné au plus tard avant la fin du segment des innovateurs, c'est-à-dire quand 16% en gros du marché est intéressé. Si le business model n'est pas impacté, on peut attendre un tout petit peu plus et être au tout début du segment des suiveurs précoces, c'est-à-dire quand 20% du marché est prêt à basculer. Quelle est la conséquence? Il faut se positionner bien avant que ce soit évident. Même si le business model n'est pas impacté, si vous appliquez une nouvelle politique quand 20% des clients sont concernés, ça veut dire que 80% des clients ne sont pas concernés. Et votre équipe de vente peut légitimement vous dire oui, c'est très intéressant, mais la grande majorité des clients n'en veut pas. Heureusement que la grande majorité des clients n'en veut pas, parce que si la majorité des clients voulaient, ce serait trop tard pour bouger. Donc il est nécessaire d'avoir une certaine vision, de savoir rentrer sur le marché bien avant que ce soit évident, et surtout aussi ne pas se désintéresser de la grande majorité des clients qui ne sont pas encore prêts à basculer et qui basculeront progressivement. Donc le basculement sur le numérique se fait forcément tôt et se fait avec une période assez longue de coexistence avec les outils non numériques. Donc, en synthèse, les déclencheurs ne sont pas techniques, mais sont de nouveau possibles. On a des process qui continuent à fonctionner pour certains comme avant, mais qui deviennent sous-optimaux, parce que de meilleurs process, plus flexibles, moins coûteux existent. Tant que personne dans une profession les adopte, rien ne change. Dès qu'une société les adopte, elle prend l'avantage. Il est donc non seulement intéressant mais nécessaire de faire partie des premiers à les adopter. Par contre, d'autres process ne fonctionnent plus. Ça peut paraître surprenant, pourquoi de nouveaux possibles font que de nouveaux process ne fonctionnent plus? Je vais vous prendre un exemple. L'anonymisation des prospects conduit à ce qu'un prospect vous connaisse bien avant que vous ne le connaissiez. Il va s'auto-éduquer lui-même au travers d'Internet. Cela veut dire que pour les sociétés qui ont un process de vente essentiellement fondé sur des forces de vente, ce process ne marche plus, parce qu'il ne couvre pas toute cette phase amont d'anonymisation
qui ne peut être couverte que par le marketing digital. Donc des investissements insuffisants en marketing digital ne permettent pas de couvrir cette partie. Alors pour agir, deux façons d'agir, et de façon simultanée. Il faut avoir une vision à long terme, de préférence 5 ans, parce que sans cette vision, on enchaîne des actions qui n'ont pas forcément de cohérence et qui ne se connectent pas. Donc on ne peut pas faire uniquement des chantiers numériques sans avoir une vision d'ensemble. Par contre, cette vision d'ensemble doit être révisée très souvent, au moins 2 fois par an, parce que l'environnement change fréquemment. Alors certaines révisions, ce sera juste pour constater qu'il n'y a rien à changer, mais on doit se poser la question très fréquemment pour adapter cette vision à la réalité, au retour d'expérience. Et agir par tout petit chantier, 3-4 mois maximum, dont on peut mesurer les résultats pour réaliser ce plan avec des petites actions. Pourquoi des petites actions? Parce que, comme on agit dans le segment des innovateurs ou au début des suiveurs, le risque d'erreur n'est pas totalement absent. Si on n'accepte pas de prendre le risque d'erreur, on agit trop tard. Donc si on fait des erreurs, il faut bien sûr éviter d'en faire, ou en tout cas en faire le moins possible, il faut qu'elles ne soient pas trop coûteuses pour pouvoir rapidement faire demi-tour et que ce soit indolore. Un peu comme si on apprend l'équitation, il vaut mieux faire des chutes de cheval sur un seul meuble et avec une bombe pour éviter de se blesser. Et bien là, il vaut mieux tomber de cheval le moins souvent possible, mais si on tombe, ne pas se faire mal. Alors, le parcours client, puisque la réduction des coûts de vente, c'est une partie du parcours client. Pourquoi et comment est-il impacté? Alors, le parcours client, il est impacté parce que si on regarde l'impact des nouveaux possibles, eh bien l'impact des nouveaux possibles peut jouer sur quasiment tous les compartiments du parcours client et dans les faits joue. Donc un parcours client inchangé lors d'une transformation numérique d'un secteur est un parcours client qui ne fonctionne plus. Je ne vais pas détailler chaque point. Vous aurez transmission donc de cet enregistrement et vous pourrez bien évidemment vous arrêter pour lire en détail les points qui vous intéressent, et je serai à votre disposition si vous le souhaitez pour approfondir. Par exemple, les concurrents viennent de plus loin. Ils peuvent connaître vos clients plus rapidement, ils peuvent se faire connaître plus vite. Aujourd'hui, une réputation s'établit en quelques mois, ou se défait en quelques mois. Il y a des sociétés leaders mondiales qui n'existaient pas il y a 3 ans. Donc on peut reprendre chaque point et on s'aperçoit aussi bien sur la concurrence, sur le comportement des clients, sur l'accessibilité des données, sur l'organisation commerciale, l'organisation marketing et le pilotage, des points peuvent transformer votre parcours client. Dans chaque entreprise, tous ces points ne vont pas jouer, mais une bonne partie d'entre eux, en général, ont une influence sur le parcours client. Ça joue sur l'organisation, ça joue sur les marges, ça joue sur le volume, avec des effets qui peuvent être vécus comme positifs ou négatifs. Quand on parle de guerre des prix, c'est plutôt vécu comme négatif. Quand on parle de extension de la zone de chalandise, c'est plutôt vécu comme positif. Mais en fait, tout ceci est très subjectif, parce qu'un facteur a priori positif qui est adopté par un de vos concurrents avant vous est devenu un facteur négatif, et à l'inverse, un facteur négatif dont vous êtes protégé avant vos concurrents est devenu pour vous un facteur positif. Donc le positif ou le négatif est avant tout dans la rapidité d'action et la cohérence des actions. Alors, pour aborder le sujet principal, après cette introduction, de comment diminuer le coût des ventes. C'est un des gros effets de la transformation numérique, c'est l'effondrement du coût des ventes. Ce qui est intrinsèquement une bonne nouvelle, mais bien sûr à condition d'en profiter. Mais le numérique permet de vendre à des coûts beaucoup plus réduits qu'auparavant. Ceci suppose de simplifier, d'industrialiser, d'automatiser. Alors si on regarde quels sont les coûts d'une entreprise, le coût des ventes est souvent important, mais en plus est souvent le moins optimisé. En règle générale, une entreprise va avoir une gestion très serrée de ses achats, de ses frais généraux, de sa logistique, de sa production. On optimise parce qu'on considère que à production équivalente, qualité équivalente, flexibilité équivalente, si on peut produire moins cher, c'est bien évidemment un avantage.
Le coût des ventes, l'approche est parfois, voire souvent un petit peu différente. On peut avoir l'impression dans une entreprise que plus on dépense en commercial, plus ça va être rentable. Recruter un nouveau collaborateur dans le secteur administratif, on se pose la question à deux fois. Recruter un nouveau commercial, beaucoup de directions le font plus aisément, pensant qu'un commercial va forcément être rentable. C'est une illusion. Je ne prétends pas du tout que les commerciaux ne sont pas rentables, mais ni plus ni moins que sur les autres secteurs, une optimisation est nécessaire. Il y a une illusion de rentabilité de penser que plus on dépense en vente, plus c'est rentable. C'est un secteur qui s'optimise comme tous les autres, sachant que la marge bénéficiaire dépend de ses coûts et dépend aussi des prix de vente sur le marché, et les prix de vente sur le marché, eux, sont peu flexibles puisque soumis à la pression du marché et de la concurrence. Donc, si je regarde les différents paramètres du coût des ventes, le coût des ventes va être composé de 5 paramètres, plus un que l'on verra après. Le coût du marketing, le coût des forces de vente, le taux de réussite. Pourquoi? Parce que toutes les ventes qui n'aboutissent pas à une concrétisation, eh bien, le pourcentage est infini. Et baisser le coût des ventes, c'est souvent avant tout augmenter le taux de réussite. La défense des prix, si on raisonne en pourcentage par rapport à la marge, chaque fois qu'on lâche sur les prix, on lâche encore plus sur la marge, et bien évidemment, on augmente le pourcentage des coûts des ventes sur la marge. Et le volume des ventes, toutes choses égales par ailleurs, si avec le même effort marketing et le même coût des forces de vente, on peut vendre plus, et bien là aussi, on diminue le ratio. Alors, si on regarde le marketing, et que si on positionne l'efficacité des outils marketing, plus c'est à droite, plus c'est efficace, et plus c'est en haut, plus cette efficacité a tendance à augmenter. Leur nature, en jaune, marketing d'interruption, c'est-à-dire on va perturber, interrompre le client. En bleu clair, marketing de permission, c'est-à-dire c'est le client qui va déterminer, le prospect, quand est-ce qu'il a besoin de l'information, sans qu'il soit interrompu. En bleu, ça dépend. On voit que le marketing de permission est globalement aujourd'hui plus efficace et son efficacité augmente plus vite. Alors pour expliquer les acronymes, SMO c'est Social Media Optimization, l'utilisation des réseaux sociaux, UGC User Generated Content, quand on fait générer le contenu par l'utilisateur, par exemple TripAdvisor et de nombreux autres sites, SEO Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel, SEA Search Engine Advertisement, c'est le référencement payant, essentiellement Google AdWords. Et si on regarde par rapport à cela les plans marketing, les investissements marketing de la plupart des entreprises, quand nous intervenons auprès de ces entreprises, eh bien ce sont ceux qui sont entourés. C'est-à-dire, ce n'est peut-être pas le cas en ce qui vous concerne, mais que beaucoup d'entreprises utilisent toujours les moyens les plus coûteux et les moins efficaces en termes de marketing. Donc, la première façon de réduire le coût des ventes, c'est de transformer son usage marketing, de passer d'un marketing d'interruption vers un marketing de permission et de passer d'un marketing traditionnel vers un marketing numérique. Une grosse différence aussi sur le marketing, c'est que maintenant tout se mesure. En marketing traditionnel, souvent on faisait des choses sans trop savoir si elles étaient rentables. Un exemple, ce sont les salons. Combien de fois j'ai entendu, oui, on ne sait pas si c'est rentable, mais nos concurrents y sont, et puis si on n'y était pas, ça pourrait se voir, mais on est incapable de déterminer la rentabilité. Quand on creuse, on s'aperçoit qu'en général, c'est pas rentable. Ou en tout cas que d'autres moyens seraient plus rentables. Or, il ne faut pas utiliser simplement des moyens rentables, mais les plus rentables, puisque notre budget marketing n'étant pas infini, il faut l'affecter aux moyens qui rapportent le plus. Avec le numérique, on peut tout mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mesurer. Certaines choses n'ont aucun intérêt. Mais on peut tout mesurer et surtout mesurer l'efficacité ultime, c'est-à-dire le coût marketing par opportunité qualifiée et encore plus par client. Donc il est très important de piloter pour optimiser. C'est également un vecteur important de diminution du coût des ventes dans une transformation numérique. L'autre élément, c'est le rôle des forces de vente. Alors, le rôle des forces de vente continue à exister ou, dans certains cas, disparaît.
il y a un nombre croissant d'entreprises qui n'ont plus de force de vente et où la vente se fait complètement par le marketing. C'est le cas de la plupart de ce qu'on appelle les licornes ou les futures licornes, c'est-à-dire des entreprises purement numériques. Maintenant, ça ne concerne pas tous les secteurs. Les commerciaux ont encore un très bel avenir devant eux, à condition d'évoluer. Notamment, le rôle d'information des commerciaux vis-à-vis des prospects a tendance progressivement à disparaître. Les commerciaux n'informent plus, c'est le prospect qui s'auto-informe au travers du numérique. Le commercial devient plus un conseiller de confiance qu'un vendeur au sens ancien du terme. La productivité des commerciaux augmente, puisqu'ils sont concentrés là où ils sont le plus efficaces, c'est-à-dire en général sur ce qu'ils préfèrent faire et ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire la conviction et l'accompagnement du prospect, et une partie croissante du cycle de vente est prise par le marketing. On verra que ceci concourt également à la réduction du coût des ventes, moins par la réduction du coût marketing plus vente que par l'augmentation de l'efficacité et du taux de concrétisation. La défense des photos de marge, eh bien ça, pour une partie, rien de nouveau sous le soleil, c'est lié à la différenciation et à la valeur perçue. Si notre proposition de valeur, service, produit, etc. est comparable ou identique à celle de nos concurrents, la différence, elle se fait sur le prix. Et une différence sur le prix, ça entame les marges. Et cette différence se fait d'autant plus que la comparaison est facile avec la transparence de l'information. Cette différence sur le prix, on peut la minimiser ou l'éliminer par la différenciation. Eh bien, la différenciation, c'est d'abord comprendre en profondeur les besoins des clients. Je vous parlais du parcours client, je vous parlais de la proposition de valeur dans l'ubérisation. On peut, au travers du numérique, améliorer la proposition de valeur et être focalisé sur cette amélioration de la proposition de valeur vis-à-vis du client. Donc, pour défendre ses marges, il faut se différencier et il faut le faire savoir. Dans la réduction du coût des ventes, c'est la partie la plus délicate parce que c'est un processus créatif, alors que les autres processus demandent du travail, mais ont une partie de créativité plus faible, donc plus maîtrisable. Dans cette différenciation, un détail peut faire la différence. J'ai pris des exemples B2C, on peut tout aussi bien prendre des exemples B2B, des sociétés qui ont réellement enfoncé leur concurrence, l'ont généralement fait avec une différenciation de proposition de valeur très très faible. Je rencontrais récemment une société qui est dans le domaine de l'immobilier, où une différence s'est faite sur leur marché, malheureusement auparavant à leur détriment, tout le travail va être maintenant de retourner les choses, parce que leurs concurrents demandaient un clic de moins pour finaliser une transaction. Et un clic de moins sur une application mobile peut faire la différence entre deux sociétés. Ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, est vraiment au centre de la différenciation. Les volumes. Les volumes, c'est notamment étendre sa cible. Si on a une cible plus grosse et si on maintient le taux de pénétration, on augmente les volumes. Donc l'extension de la cible, elle peut se faire de plusieurs manières. Elle peut se faire par l'abolition des distances, bien évidemment, mais elle peut se faire par une meilleure connaissance. Nous n'avions que peu accès aux données. Souvent, notre cible, quand elle était bien définie, n'était connue que par des fichiers plus ou moins à jour, compilés, pas forcément tenus à jour en temps réel. Aujourd'hui, la disponibilité de l'information sur Internet est presque totale. Alors on entend souvent parler de big data, ça ne veut pas forcément dire grand-chose quand on parle juste de big data. Quand on le traduit en termes de connaissance client, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut connaître quasiment toute sa cible, voire toute sa cible. On peut adresser numériquement toute sa cible, donc la connaître en largeur et connaître les différentes personnes. Connaître tous les intervenants d'une entreprise, ça se fait en quelques clics sur un site de consolidation pour des coûts voisins de zéro, c'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines d'euros par an, donc très très faible. Mais on peut également mieux connaître sa cible en profondeur, c'est-à-dire anticiper ses besoins, ne pas se contenter au travers de l'expression qui est faite des besoins, mais avoir une réelle anticipation, donc, par une profondeur, une connaissance en profondeur. Donc là, on a vu les 5 facteurs qui jouaient sur le coût des ventes. Il y en a un 6e, c'est la fidélité. Alors la fidélité, c'est pas numérique, c'est-à-dire que la fidélité a toujours énormément compté. Il y a un adage
qui est assez vrai, en disant la croissance dépend de la conquête de nouveaux clients, la rentabilité de leur fidélité. Mais on ne mesure pas toujours l'importance de cette fidélité, et nous ne comprenons pas forcément non plus que le numérique change la donne. Ce changement de donne, c'est lié à la transparence de l'information notamment, à la surinformation. Vos clients peuvent être beaucoup plus facilement connus et attaqués par vos concurrents, et vous pouvez beaucoup plus facilement attaquer les concurrents des clients. Pour comprendre l'importance, au lieu de raisonner en chiffre d'affaires, on va raisonner en Customer Lifetime Value. Qu'est-ce que c'est que la Customer Lifetime Value? C'est ce que va nous rapporter un client pendant toute sa vie, c'est-à-dire pas forcément pendant un exercice, mais pendant toute la période où il va rester client. Bon, c'est une formule qui ressemble un peu à la valeur actuelle nette. Cette valeur actuelle nette, si on prend un exemple, on imagine une société qui part de zéro et qui va, l'année zéro, acquérir 100 clients, chaque client faisant 20 000 euros de chiffre d'affaires, et ces 20 000 euros de chiffre d'affaires coûtant 10 000 euros en coût d'acquisition par client. Puis ensuite, pendant sa vie, générer par an 4 500 euros de chiffre d'affaires, qui rapporte 2 000 euros, avec un taux de fidélité de 95%. C'est-à-dire qu'on perd chaque année 5% de ses clients initiaux. La valeur actualisée de ces clients est de 4,8 millions. Donc ce portefeuille client va nous rapporter en valeur actuelle nette, ou l'équivalent de valeur actuelle nette, 4,8 millions sur sa durée de vie, avec un taux de fidélité de 95%. Si j'ai un peu moins de taux de fidélité, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les flux? Si on baisse de 10%, si on passe de 95 à 85%, eh bien l'effet sur la valeur du portefeuille passe de 4,8 millions à 1,7 million. On ne mesure pas toujours l'importance de la fidélité et la variation sur le calcul global. Si on change différents paramètres, et si on joue avec ces différents paramètres, on s'aperçoit qu'aucun n'est aussi important que le taux de fidélité. C'est vraiment le paramètre numéro 1. C'est ça qui fait la rentabilité, et donc c'est ça qui fait la diminution aussi du coût des ventes. Donc la fidélité client doit être mise également au centre. Il est fondamental de garder nos clients et accessoirement fondamental d'aller chercher ceux de nos concurrents. Alors si on examine quelques retours d'expérience. On voit les 5 facteurs qui jouent sur le coût des ventes. Des retours typiques de réduction constatés sont les suivants. Le coût marketing, ce n'est pas une réduction, c'est une augmentation. C'est-à-dire que le plus généralement, les coûts marketing augmentent jusqu'à atteindre, voire dépasser le coût des forces de vente, mais on le verra, l'efficacité globale, elle, augmente également. Le coût des forces de vente a tendance à diminuer d'un montant à peu près équivalent ou légèrement supérieur à l'augmentation des coûts du marketing. Grosso modo, coût du marketing plus coût des ventes reste stable ou diminue légèrement. Là où l'amélioration se fait fortement, c'est sur le taux de réussite. Une multiplication par 2 est fréquente. Alors c'est sûr, une multiplication par 2 du taux de réussite, c'est une division par 2 du coût des ventes unitaires. Donc ça, c'est un des effets du numérique, par une meilleure autoqualification, par une meilleure information des prospects, par une plus grande efficacité du process de vente, multiplication par 2 du taux de réussite, ce qu'on appelle souvent le win ratio. La défense des prix n'est pas dans les mêmes proportions, mais on observe souvent, par justement une meilleure mise en avant de sa différenciation, de sa proposition de valeur, de pouvoir augmenter de 5, parfois ça peut aller jusqu'à 10% les prix de vente. Ça joue moins que le taux de réussite.
Le volume des ventes, lui, joue énormément également. On voit quelques flambées. Alors là, il y a des volumes des ventes qui explosent littéralement, notamment quand une politique multicanale s'avère efficace et réussie, mais des augmentations de 50% ou plus en 2 ans sont assez fréquentes avec une politique numérique volontariste. C'est un déblocage. Je vois énormément de sociétés dont le chiffre d'affaires augmentait faiblement 2, 3, 4, 5% par an, qui tout d'un coup cassent ce plafond de verre au travers de leur politique numérique. Donc, ça, ce sont des tendances. Si je prends maintenant des exemples particuliers, je ne cite bien entendu pas les sociétés. Si on a le plaisir de travailler ensemble, je pense que vous n'apprécieriez pas si on donnait le nom de votre société et les résultats. Une société vente de machines-outils en B2B, 27 millions de commissions, en fait ils importent et ils distribuent, hein, c'est uniquement un chiffre d'affaires de commission. Une année noire, il y a un peu plus de 2 ans, en new business, où le new business était très cher, et le coût des ventes, marketing plus commercial, représentait 51% de la marge en acquisition de nouveaux clients. Le chiffre peut paraître élevé, mais on trouve très classiquement 30%, et 50% n'est pas si rare. Mais c'est considérable. Quand on dépense 50% en frais commerciaux, on a déjà consommé une bonne partie de la marge potentielle. Après 18 mois, en ayant simplement revu l'équilibre marketing-vente et en ayant changé la politique marketing, parce qu'on appelle une politique de give and get, c'est-à-dire une politique de contenu, pour montrer justement la différenciation et la valeur de l'entreprise, le coût global des ventes n'a pas tellement varié. Il est passé de 1 780 000 à 1 630 000, donc une petite économie, mais c'est pas là où se fait la différence. La différence, c'est fait qu'on est passé de 20 leads générés par an à 38, et surtout d'un win ratio de 25% à 50%. Résultat, le coût des ventes, qui était de 51% sur le new business, est passé à 14%, pour un budget d'investissement de 650 000 euros. Malheureusement, dans cet exemple, il y a des exemples où tout n'est pas rose, ce budget de restructuration a en partie significative été consacré à des indemnités de rupture transactionnelle, étant donné que certains départs n'ont pas pu être évités, ce qui n'est pas une bonne chose, mais je vous présente les exemples tels qu'ils se sont déroulés. Autre exemple, connaissance de la cible. Domaine médical et paramédical, une société qui estime avoir une base de 25 000 praticiens. En fait, quand on analyse la cible, ils n'en ont identifié que 17 000, avec 18% de taux d'erreur, et il n'y en a que 3 000, 3014 précisément, qui étaient adressables numériquement. C'est-à-dire 8,6% de la cible était adressable numériquement. Après récupération de données au travers du big data et des données disponibles sur Internet, ils sont passés de 8,6% à 83%. Eh bien, le fait de mieux informer la cible et d'avoir une cible qui soit adressable numériquement a permis 35% de hausse du volume de commandes en simplement 9 mois. Dernier exemple, société de vente d'équipements de bureau en B2B, efficacité des process d'acquisition d'opportunités. Cette société travaillait en achat de leads, qui est un moyen généralement déclinant et coûteux et surtout peu différenciant, puisque pas mal de sociétés travaillent sur les mêmes leads. C'est que pour acheter un lead, il faut que ce lead finalement se soit déclaré. Or, il est intéressant de comprendre un besoin avant qu'il ne se déclare. Leur coût marketing, cette fois-ci pas le coût commercial, était de 13,5%. Du chiffre d'affaires, cette fois-ci pas de la marge, qui est assez considérable, avec un coût marketing par vente de 2 574 euros, c'est-à-dire 210 euros par lead acheté, 12% étaient transformés en opportunités et 68% des opportunités étaient transformées en vente. Ceci est passé au travers d'une analyse de lead prédictive, c'est-à-dire au travers du comportement sur Internet des prospects potentiels, d'identifier ceux qui auraient besoin de cet équipement de bureau. Ceci est un process entièrement numérisé au début, qui arrive avec une préqualification sur un traitement humain.
on est passé à un coût marketing par vente de 2574 € à 404 €. En plus, avec un avantage considérable, c'est que c'est ajustable à volonté. Les achats de leads, on n'en a pas autant qu'on veut. Les analyses de leads prédictifs sur Internet, en réalité, c'est pas illimité, mais dans la pratique, à l'échelle d'une petite société de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est illimité et il y a un potentiel beaucoup plus grand de développement de chiffre d'affaires. Donc non seulement le ratio coût marketing s'effondre, mais en plus, il y a potentiellement l'augmentation du chiffre d'affaires. Comme vous le voyez, ce sont des exemples assez standards. Ça n'est pas une petite optimisation, c'est une transformation radicale du coût des ventes. Alors, maintenant, en pratique, comment opérer? 3Li s'adresse avant tout à des ETI et à des PME, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont pas les moyens de sociétés du CAC 40 ou même d'autres grandes entreprises pour évoluer et qui doivent évoluer en ayant une économie de moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers. Pour cela, on applique le principe, je pourrais dire le principe du bonobo. On peut se demander à quoi correspond le principe du bonobo. Un bonobo, c'est une espèce de chimpanzé nain. Il ne ressemble pas tellement, il nous ressemble un peu, mais je pense que ni vous ni moi nous sentons complètement identiques à un bonobo. Et pourtant, on partage 99% de l'ADN d'un bonobo. C'est 1% de différence d'ADN qui nous sépare d'un bonobo et qui fait toutes ces différences. Pour information, on a encore 50% d'ADN commun avec les bananes. Quel est le rapport avec ce dont on est en train de parler? Eh bien, en tant qu'entreprise, on peut se sentir différent et être différent des autres entreprises, mais ce qui fait cette différence tient, dans la plupart des cas, à quelques pourcents de différence. Donc, concentrons-nous sur ces quelques pourcents de différence et adoptons des process standards pour la grande majorité de points communs. Donc, le travail de 3Li et de la division Basque-Web chez 3Li, ça a été avant tout de catégoriser les entreprises, de développer des modèles standards, de fiabiliser ces modèles standards pour pouvoir vous les proposer et les adapter à votre cas particulier. Donc ce modèle standard est modifié pour répondre totalement à votre besoin précis, mais cela permet d'évoluer beaucoup plus rapidement, à moindre coût et en immobilisant beaucoup moins de ressources internes. Le process général que nous proposons dans ce cas, c'est tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'avoir une planification de votre transformation numérique à 5 ans. Comme je vous l'ai dit au début, on ne peut pas agir par chantier successif au risque de syncrétisme et donc d'avoir un enchaînement d'éléments qui n'ont pas de sens. Une fois ce plan établi, et on verra que c'est assez rapide, d'engager les actions gagnant-gagnant, c'est-à-dire des actions qui ne vont pas perturber l'entreprise. La transformation numérique, c'est pas forcément neutre, ça peut modifier les habitudes, la définition des postes de travail, etc. Je vous ai dit que le point le plus important était le parcours client, mais c'est un point le plus important ex aequo. Il y a un point qui est aussi important, qui est le parcours collaborateur, et qui est la conduite du changement. Une transformation numérique qui ne prend pas en compte la conduite du changement est vouée à l'échec. Donc, commençons par des actions emblématiques qui montrent leurs résultats et qui facilitent l'adhésion des collaborateurs. Après, on envisage les actions plus lourdes. Alors justement, cette conduite du changement, elle est indispensable pour des raisons techniques que je viens d'évoquer, mais elle est également indispensable pour des raisons éthiques. Le but est de ne laisser personne sur le bord de la route. Et pour ne laisser personne sur le bord de la route, il faut anticiper les évolutions nécessaires, préparer ces évolutions et convaincre. Il faut être réaliste, dans certains cas, il y a des gens qui restent sur le bord de la route parce qu'ils ne veulent pas réaliser cette évolution. Mais à ce moment-là, cela devient leur choix. L'entreprise doit avoir accompagné au maximum chacun de ses collaborateurs pour lui permettre d'évoluer et d'évoluer positivement. C'est-à-dire que les bénéfices dans sa fonction ou sa nouvelle fonction soient largement supérieurs à ce qu'il perd éventuellement. Et ça, c'est très important, de mettre la responsabilité sociale au centre du projet avec le parcours client. Alors pour faire tout ça, et
cette conclusion est aussi la raison pour laquelle 3LI a développé un département conseil. Il est nécessaire d'exécuter, de synchroniser. C'est une approche que l'on a depuis longtemps et, comme je viens de vous le dire, qui a été déterminée et qui a été déterminante plutôt pour le développement de notre département conseil. Et elle a été confirmée il y a un peu moins d'un an par une très grosse étude très fouillée et intéressante du MIT et de Capgemini sur la transformation numérique des entreprises. Dans cette étude, qui est assez volumineuse, je crois qu'elle fait 400 pages, je vais juste en sortir 2 éléments, ils ont classé les entreprises en 4 catégories. Les beginners, c'est l'entreprise standard qui a son site web, sa messagerie, son informatique, etc. Les conservatives, qui volontairement se tiennent éloignés des nouvelles technologies pour générer des résultats à court terme, c'est aussi souvent ce qu'on appelle les vaches à lait dans la terminologie du BCG. Les fashionistas, qui adoptent beaucoup les nouvelles technologies mais qui ne changent pas leur organisation, et les digerati, qui, comme les fashionistas, adoptent les nouvelles technologies et changent leur organisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mesuré les écarts sur pas mal de données de ces différents groupes par rapport à la moyenne. Et si on regarde les écarts sur 3 catégories de données fondamentales, la création de revenus, c'est-à-dire la croissance, la profitabilité et la valorisation, seuls les digerati surperforment sur les 3 catégories. Les fashionistas sous-performent sur 2, la profitabilité et la valorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux ne rien faire comme les conservatives, plutôt que d'adopter les technologies sans faire évaluer l'organisation et les process. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entreprise de services numériques, il était pour nous indispensable, bien sûr, de continuer à accompagner nos clients sur les technologies, mais de les accompagner également sur l'évolution de leurs process et leur transformation numérique. Alors, pour vous donner des exemples de chantiers que nous réalisons pour nos clients, et pour vous montrer aussi que l'utilisation de process standards nous permet d'être extrêmement compétitifs, par exemple, pour la réalisation d'une planification à 5 ans de la transformation numérique, pour une entreprise de moins de 100 salariés, en général, c'est un forfait de l'ordre de 6 500 €. Pour l'analyse de l'évolution du parcours client et de la chaîne commerciale sur 4 critères, j'expliquerai après ce que j'entends par 4 critères, c'est en général de l'ordre de 5 000 €. Donc ce sont des montants qui sont tout à fait abordables et proportionnés avec une PME ou une ETI. Alors, une mission de planification, c'est par exemple répondre à ce type d'objectifs. Les objectifs sont définis avec vous. C'est un simple exemple. Comprendre ce que la transformation numérique peut apporter, positionner ses impacts, différencier le stratégique du tactique, élaborer un plan d'action, prévoir les budgets, anticiper l'impact sur l'organisation. Très important, mettre en place ces dispositifs de suivi et de réalignement. Pourquoi? Parce qu'on fait ça pour ça. On définit des objectifs dans la durée et on vérifie étape par étape, mois après mois, trimestre par trimestre, que ces objectifs sont bien atteints. Disposer bien sûr du matériel de communication, puisqu'il faut penser à préparer la conduite du changement, identifier les besoins de financement quand ils existent, pas toujours, souvent il n'y a pas de financement significatif nécessaire, sauf bien sûr si vous êtes concerné par exemple par le passage de la possession à l'usage, là ça demande des financements assez lourds. Activer les solutions disponibles, il y en a de nombreuses et souvent avec des bonifications, des subventions. Le but n'est pas de chasser des subventions, mais de savoir que le financement de la transition numérique n'est pas un problème, que c'est une priorité aujourd'hui pour beaucoup d'organismes, et donc on trouve de très bonnes solutions de financement. Si on regarde une mission de parcours client, quand je vous disais 5 000 € pour 4 sujets, c'est par exemple 4 sujets parmi la liste qu'il y a en dessous. Évidemment, si on veut revoir tout son parcours client, c'est un peu plus lourd, et si on veut plus de 4 sujets, c'est bien sûr tout à fait possible et même très fréquent. Simplement, le budget est légèrement modifié. Donc, c'est de déterminer quels sont les axes d'études sur lesquels vous souhaitez travailler sur la révision du parcours client. En pratique, selon la taille de l'entreprise, cela se conduit avec 5 à 11 ateliers et ça se déroule en 6 à 12 semaines. C'est-à-dire que nous appliquons le principe que je vous présentais au début, des chantiers courts donnant des résultats rapidement pour ne pas prendre de risques. Les livrables sont des livrables extrêmement opérationnels.
toujours adapté à des PME et des ETI. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire des gros rapports qui vont servir à caler le pied de la table ou qui vont être lus et ne passeront pas en mode application-réalisation, mais de préparer et d'enclencher la mise en œuvre de ce qui est nécessaire pour la transformation numérique. Là encore, ce sont des exemples de livrables. Les livrables précis sont déterminés avec vous avant le début de la mission et pour correspondre exactement à vos attentes. Voilà, je vous remercie pour votre participation directe ou pour ceux qui écoutent ce webcast en différé pour votre participation indirecte. Nous apprécierons si vous pouvez nous remplir des évaluations qui nous permettent d'améliorer ce type de présentation. Pour ça, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous ou cliquer sur le flashcode qui va vous emmener sur la même page. L'enregistrement de cette présentation vous sera adressé dans les 48 heures. Je me tiens à votre disposition par mail si vous avez des questions complémentaires. Mon email figure sur le premier slide, pierre@vascou-up.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée.